Alors c'est plus qu'un business juteux, hein. Je pense que c'est une gigantesque escroquerie en fait. On va découvrir dans les années prochaines probablement que tout ça, que les Français se sont fait escroquer dans les grandes largeurs avec ces éoliennes. Bonjour Madame Marine Le Pen. Bonjour. Bonjour à tous qui êtes ici présents en nos locaux de Contribuables Associés. Alors on va commencer par une question simple et directe, Madame Le Pen, qui a trait au combat de Contribuables Associés. Y a-t-il trop d'impôts en France? Bah oui, incontestablement oui. On est un des pays les plus fiscalisés de l'OCDE. Donc à l'évidence, il y a trop d'impôts en France et l'objectif de mon quinquennat, c'est de faire baisser cette pression fiscale. J'ai d'ailleurs pris déjà un certain nombre d'engagements pour faire baisser ces impôts. Mais surtout, si vous voulez, la vraie question qu'on doit se poser, c'est pourquoi les impôts continuent à monter alors qu'en face, les services qui sont rendus grâce à ces impôts continuent à baisser. Donc je pense qu'on est sur la problématique traditionnelle du consentement à l'impôt, mais on est surtout en fait sur la problématique du consentement à la dépense. Je pense que les Français sont plus du tout consentants à la manière dont leurs impôts est dépensé et l'école s'effondre, la police a le plus grand mal, la justice manifestement ne remplit pas sa mission, l'hôpital est en voie de déliquescence. Donc la vraie question c'est comment est-il possible, où va l'argent? Enfin c'est un peu la question des gilets jaunes, pardon, mais c'était où va l'argent, où va notre argent? Et c'est cette question, je crois, auquel le futur président de la République doit répondre. Question d'actualité, contexte ukrainien. Comme vous le disiez, les dépenses publiques ne cessent d'augmenter et d'exploser en France, notamment les dépenses sociales. Et à côté de cela, on voit que l'État a de plus en plus de mal à exercer ses missions régaliennes, et notamment on pense à nos armées. Vous, Présidente Marine Le Pen, quelle serait votre position par rapport au budget de ces armées? Augmenteriez-vous les dépenses militaires? C'est déjà dans mon projet, hein, je veux dire, j'augmente à 55 milliards à la fin du quinquennat. Il faut que ce soit une montée qui soit progressive parce qu'en réalité, si vous envoyez beaucoup d'argent dans un système qui n'est pas capable d'en faire quelque chose, ça ne fonctionne pas. Or, on a beaucoup réduit en fait les formats des armées, les formats des industries aussi hein, d'armement. Donc, avec les industriels aussi, on a justement conçu une montée progressive en puissance pour arriver à 55 milliards qui permet d'avoir un format d'armée pour répondre à des conflits de haute intensité et également pour répondre en réalité à l'obligation qu'on s'est donnée de l'armée de métier, puisqu'on a fait le choix de l'armée de métier, mais à partir du moment où c'est une armée de métier, il faut aussi mettre les moyens pour que cette armée puisse intervenir. Il n'y a pas que les hommes, hein. Il y a les munitions, on sait très bien qu'on a énormément en réalité de problèmes de munitions, et puis il y a les bâtiments qui doivent aujourd'hui être commandés pour pouvoir protéger notre zone économique exclusive parce qu'on a des richesses qui sont considérables, notamment au travers de nos zones économiques exclusives, sauf qu'en fait, on n'est pas capable de les protéger du pillage et on n'est pas capable de lancer des grands projets qui sont des projets qui demain nous permettront peut-être de trouver des nouvelles formes d'énergie, des nouvelles technologies dans le domaine du médicament, etc. etc. Et cette augmentation des dépenses militaires, par quoi serait-elle compensée? C'est-à-dire par une réduction sur d'autres sujets, sur d'autres principes généraux d'action Moi, je vais présenter d'ici quelques jours, pour l'instant, je suis la seule à l'avoir annoncé, d'ailleurs, je trouve ça un peu étonnant dans une présidentielle, le cadrage macroéconomique qui sera celui de mon quinquennat. Voilà, donc je donnerai des chiffres qui sont extrêmement précis. Ce que je peux vous annoncer, c'est qu'il n'y aura pas d'augmentation d'impôts et c'est qu'il n'y aura pas d'augmentation de la dette. Voilà, ça c'est une certitude. Donc il y a des économies à faire. Je sais que c'est un gros mot, hein. Économie, c'est un truc, il ne faut jamais en parler. Pas ici à Contribuables Associés. On dit économie, alors là, tous les responsables politiques se mettent à avoir les sourcils qui se haussent. Il y a des économies à faire. Il y a des grands postes d'économie. D'abord, il y a l'immigration, hein, que j'ai moi évalué, enfin que nous avons évalué à 18 milliards d'euros par an. C'est-à-dire, c'est pas qu'on a évalué à 18 milliards d'euros par an. Je
pense que l'immigration coûte plus cher que ça. Mais les mesures que je propose dans mon référendum, les mesures de réduction, réserver les allocations familiales aux Français, réserver les prestations de solidarité uniquement aux étrangers qui travaillent depuis 5 ans équivalent temps plein en France, toutes ces mesures-là permettent d'économiser 18 milliards d'euros par an. Il y a la fraude qui est un sujet majeur. Un rapport sénatorial a évalué cette fraude de 15 à 45 milliards. On a été raisonnable parce qu'on ne veut pas se faire attraper aux pattes et plutôt on préfère avoir des bonnes surprises que des mauvaises. Et donc on a fixé ça à 15 milliards d'euros. Maintenant, je vais vous dire, fondamentalement, je sais très bien comment ça fonctionne parce que dans les municipalités qu'on a gagnées, c'est comme ça que ça s'est passé. Hein, on avait établi un plan, enfin ils avaient, nos maires, établi des plans, elles étaient surendettées évidemment, toutes, et quand ils sont arrivés en fait, au pouvoir à la tête de leur municipalité, ils ont découvert des gisements d'économie absolument considérables, faisant parfois baisser des contrats de gaz de moitié, etc. Donc on va découvrir beaucoup de choses, mais là vous avez déjà l'immigration, la fraude, la contribution à l'Union européenne qui est trop importante, enfin elle était à nette, hein, elle était nette à 2,5 milliards en 2004, elle est aujourd'hui, elle tutoie les 9 milliards, il faut arrêter, enfin il faut être raisonnable. Et puis là, les agences d'État, les comités Théodule. Et les comités Théodule et tout cela. Donc il y a de l'argent en France, mais il faut évidemment avoir la volonté de ne pas le gaspiller, de considérer que l'argent des contribuables est sacré en quelque sorte. On vous rejoint complètement ici à Contribuables Associés. Nous venons tout juste de faire paraître un livre noir des gaspillages 2022. Et par rapport au coût de l'immigration, je tiens à préciser que Contribuables Associés va sortir dans les jours qui viennent une nouvelle étude sur le coût de l'immigration avec dont est l'auteur Jean-Paul Gourevitch. Nous chiffrons avec Jean-Paul Gourevitch le coût annuel à 40,4 milliards annuels. Mais si vous voulez, moi, c'est encore une fois les 18 milliards, c'est vraiment ce que je vais économiser avec les mesures que je vais prendre. Derrière, c'est sûr qu'il y a toute une série de choses qui font que l'aggravation de l'insécurité, qui est la conséquence de l'immigration anarchique, elle a un coût qui est évidemment un coût considérable. Elle a un coût sur le plan pénitentiaire, elle a un coût sur le plan judiciaire. Enfin, ne serait-ce que, par exemple, les interprètes dans les tribunaux, ces interprètes ont doublé en l'espace de 10 ans. Bon, vous voyez, donc il y a des tas d'effets induits, mais que nous n'avons pas souhaité calculer parce qu'on veut que le budget soit au plus près, en fait. Un dernier mot sur cette notion budgétaire au niveau de l'État. Vous parliez de la dette publique tout à l'heure. Entendez-vous mettre en place un plan de désendettement public par rapport à cette hyper-dette publique sur 5 ans? Et d'autre part, par rapport au budget de la France, ou le budget de l'État plus précisément. On sait que depuis 45 ans, depuis 75, chaque année, les parlementaires votent le budget de l'État en déficit. Comment mettre fin à cet état de fait? Faut-il instaurer une règle d'or qui interdit ces déficits, le vote du budget en déficit par exemple? Moi je ne suis pas fan des règles d'or parce que la règle d'or ça a une rigidité qui fait que quand il y a une crise, il peut y avoir des crises, enfin je veux dire on l'a vécu, il faut quand même avoir une certaine souplesse. Évidemment que l'objectif d'un budget en équilibre, c'est l'objectif que nous pouvons avoir, mais encore une fois, dans la présentation macro-éco que je ferai d'ici quelques jours, vous aurez ces projections. Je veux dire, vous aurez la projection de ce qu'on prévoit en termes d'inflation, vous aurez la projection de ce qu'on prévoit en termes de baisse des impôts, en termes de baisse du déficit, mais il y a aussi un bon moyen dont on ne parle pas souvent, on parle des économies, et bien sûr, il faut en faire, mais il y a un moyen aussi, c'est la croissance. Voilà, parce que l'air de rien, quand on augmente le PIB, quand on crée de la croissance, quand on crée des emplois, quand on crée des cotisations, puisqu'on crée des emplois, on crée des cotisations sociales, quand on crée des recettes, quand on permet d'investir dans l'économie, eh bien c'est aussi un bon moyen de pouvoir résoudre un problème qui devient effectivement un problème très lourd. Marine Le Pen, voici donc, le temps que nous avons passé sur ces questions d'ordre général. Nous allons rentrer un peu plus en profondeur dans votre programme avec Sandrine Redman. Merci Sandrine. Madame Le Pen, vous avez évoqué la fraude. Et ici, chez Contribuables Associés, il y a une proposition qui est de déchoir à vie tout fraudeur condamné définitivement et les déchoirs à vie du droit aux aides et prestations sociales. En la matière, la cécité de l'État est d'autant plus dommageable que le montant de la fraude grossit chaque année. La lutte contre la fraude sociale est une de vos priorités et vous entendez créer un ministère de la lutte contre la fraude. Pouvez-vous nous en dire un peu plus et comment vous voyez les choses sur le fonctionnement de ce ministère ?
Alors d'abord, c'est un ministère de lutte contre les fraudes, pas la fraude. Parce qu'en réalité, on est pillé comme au coin d'un bois. Et il n'y a pas que la fraude sociale ou la fraude fiscale, il n'y a pas que la fraude aux prestations ou la fraude aux cotisations, il y a aussi toutes les fraudes économiques dont on ne parle pas et qui font un ravage, parce qu'en réalité, elles créent les conditions d'une concurrence internationale déloyale. Je pense par exemple à la fraude aux importations, qui ont été, et notamment aux importations alimentaires, tiens, par exemple, qui a été évaluée à 25%. 25% des importations alimentaires seraient des importations alimentaires frauduleuses. C'est un rapport sénatorial qui a donné cette évaluation. Vous imaginez les conséquences sur nos agriculteurs, sur nos producteurs de ce type de fraude. Les fraudes aux normes sont extrêmement fréquentes, donc les ententes, voilà un sujet qui plombe également le pouvoir d'achat des Français, dont jamais personne ne parle. Donc vous voyez, c'est vraiment un ministère de lutte contre les fraudes. Donc ça, en faire un ministère, si vous voulez, c'est vraiment se donner les moyens de pouvoir agir. Donc c'est quoi l'idée? L'idée, c'est que l'intégralité des administrations seront obligés de répondre, ce qui n'est pas le cas, vous l'avez vu avec l'affaire des cartes vitales, seront obligés de répondre, qu'un certain nombre de fichiers pourront être croisés et que donc il y aura un ministère entier dont le seul objectif sera non seulement de lutter contre les fraudes telles que nous les envisageons, c'est-à-dire les fraudes structurelles, car il y a des fraudes structurelles dans notre pays, mais également de pouvoir être saisis par des cas, comme je l'imagine, je ne l'ai pas eu en main encore, mais comme sûrement vous les avez indiqués là, et pouvoir déclencher ainsi également non seulement l'action publique, mais également l'action judiciaire pour agir, parce que quand il y a des fraudes, il y a des fraudeurs. Alors ça c'est la première des choses. Deuxième, vous êtes un peu raide sur vos sanctions quand même. Nous avons proposé, nous avons envisagé cette suppression des allocations, mais en cas de récidive. C'est-à-dire qu'on a fixé une sorte de barème. Hein. La première fois, vous êtes condamné à 2 fois, par exemple, la fraude que vous avez commise, la deuxième fois 5 fois, et puis la troisième fois, eh bien, vous perdez définitivement le droit à pouvoir obtenir des aides. Voilà. Contribuables associés demandent la suppression des droits de succession et de donation. 14 États de l'OCDE sur 38 y ont déjà renoncé. Et Contribuables associés considèrent que ce patrimoine, qui a d'ailleurs par ailleurs été déjà taxé à plusieurs reprises par toutes sortes d'impôts, de taxes, et nous aimerions connaître vos propositions en la matière, notamment en ce qui concerne les exonérations touchant les donations. Est-ce que les parents en ligne indirecte, comme un neveu, une nièce, seront concernés? Ah non, je ne vais pas aussi loin que ça. En revanche, je bouleverse assez profondément les donations, puisque ce que je fais, c'est que je crée une situation d'égalité entre les parents et les grands-parents. C'est-à-dire, les donations entre parents et enfants et les donations entre grands-parents et petits-enfants seront à égalité, exonérées de 100 000 € par enfant tous les 10 ans. Donc je pense que je donne là vraiment les moyens que les générations précédentes puissent aider les générations futures, parce que c'est ça l'objectif, c'est de réinjecter en fait dans l'économie de l'argent frais et les moyens pour les jeunes de pouvoir construire un projet, se servir d'une base pour acheter un logement ou des choses comme ça. Concernant les successions, la mesure que j'ai prise est une mesure qui en réalité fait sortir quasiment la totalité des patrimoines des droits de succession, puisque j'exonère les biens immobiliers jusqu'à 300 000 € sont exonérés. L'outil de travail, bien sûr, est également exonéré. Donc les exploitations agricoles, l'outil de travail de manière générale. Donc ça permet en réalité de faire sortir quasiment l'intégralité. Donc vous voyez que l'objectif, vous trouverez une philosophie toujours dans les mesures fiscales que je propose. Ce n'est pas des mesures fiscales comme ça pour faire plaisir à un tel ou un tel, on baisse, on change, on met une virgule ici ou une virgule là, on multiplie par 2 ou par 3. L'idée, c'est l'enracinement. Moi, ce que je veux, et c'est le leitmotiv en fait, de mon projet, c'est défendre l'enracinement. Ça veut dire que la maison, le domicile,
Eh bien, pour moi, est un enracinement. C'est une filiation entre les générations. Et je ne veux plus voir des domiciles, des maisons de famille qui sont vendus au motif qu'il faut les vendre pour payer les droits de succession. Donc c'est ça qui m'a fait choisir cet axe-là. Vous le retrouverez d'ailleurs dans d'autres propositions fiscales de ma part. Contribuables associés demande le gel des embauches de fonctionnaires et la suppression du statut général de la fonction publique, excepté pour les fonctions régaliennes, ce qui est déjà le cas dans plusieurs pays européens. Marine Le Pen, vous entendez conserver le statut général de la fonction publique. Ne pensez-vous pas néanmoins que le basculement hors mission régalienne vers des contrats de droit privé aurait un impact très positif sur des finances de la nation, sans dégrader la qualité du service au public? Oui, enfin, hors le régalien, dans l'armée, c'est 75% contractuel. Hein. Donc, en réalité, la différenciation entre régalien et pas régalien n'est peut-être pas obligatoirement, je crois, la différenciation à faire. Moi, ma question, c'est surtout qu'est-ce qu'on leur demande à ces fonctionnaires, en fait, si vous voulez. Je pense que si on leur redonne des missions qui sont les missions que les Français attendent d'eux, parce que les Français, ils sont attachés à leur service public. C'est un fait. Mais ils sont déçus des résultats, et on les comprend. Donc ce qu'il faut, c'est leur redonner des missions. C'est leur rendre la capacité d'exprimer les compétences qui sont les leurs. Si demain, il y avait autant de fonctionnaires qu'aujourd'hui, et donc autant proportionnellement des impôts qu'ils coûtent aux contribuables pour les payer, mais qu'il y avait une école qui permette à tous les gamins de sortir en ayant un travail, en maîtrisant les savoirs fondamentaux, s'il y avait un hôpital qui soigne et qui soigne bien, s'il y avait une police qui a les capacités de faire sa mission de sécurité, s'il y avait une justice qui fonctionnait correctement, évidemment, en réalité, personne ne contesterait l'existence de ces services publics. Donc, je pense que c'est surtout réorienter leur travail, leur redonner une mission, leur redonner un sens, le sens de leur mission, parce que je pense qu'ils ont perdu aujourd'hui le sens de leur mission. Et il y a un certain nombre de fonctionnaires qu'il va falloir augmenter. Je vous le dis très, très simplement, hein, il faut augmenter le nombre de magistrats. Je suis navré de le dire, mais quand on a un nombre de magistrats qui est équivalent au nombre de magistrats qu'on avait en 1900, à l'époque où on était 34 millions ou 36 millions, il est évident que ça ne peut pas fonctionner. Voilà. Donc pour que ce soit fluide, et au moins le temps précisément que chacun puisse faire son métier et permettre la baisse massive de l'insécurité dans notre pays, il faut qu'il y ait plus de magistrats, par exemple. Il faut qu'il y ait plus d'infirmières. Aujourd'hui, les infirmières sont toutes à la limite du burn-out ou du brown-out. Les policiers également, d'ailleurs, c'est-à-dire qu'ils ne comprennent plus le sens de leur mission parce qu'on leur fait faire n'importe quoi et dans des conditions qui ne sont pas supportables. Mais là, on en revient à la problématique de l'immigration. Vous savez, moi, je suis allé à Mayotte. Mayotte, c'est presque un laboratoire de ce que ça donne l'immigration anarchique et massive quand on ne fait rien, quand on laisse passer, quand on laisse aller. C'est-à-dire que 130 000 Mahorais, 500 000 habitants sur l'île. D'accord ? Donc tout le reste, ce sont des étrangers ou des étrangers en situation irrégulière. Quand vous construisez un service public pour 130 000 personnes et qu'il y en a 500 000, le service public, eh bien, il est à l'arrêt, il s'arrête de fonctionner. Quand vous construisez des routes pour 130 000 personnes et qu'il y en a 500 000, ça s'arrête de fonctionner. Voilà. Et c'est l'anarchie, la délinquance massive, etc. Donc il faut aussi réduire le poids de l'immigration dans notre pays, parce que réduire le poids, ça va permettre aussi à nos services publics de pouvoir respirer et probablement faire face à un nombre qui est plus raisonnable d'usagers, en fait. Madame Le Pen, la France compte environ 8000 éoliennes sur son territoire. C'est un business ultra juteux au profit de quelques-uns, sur le dos des contribuables et des consommateurs. L'État finance à prix d'or le rachat de l'électricité éolienne à leurs exploitants et leur permet de générer artificiellement d'importants profits. La Cour des comptes a évalué l'engagement public pour les éoliennes à 40,7 milliards d'euros en 20 ans. Entendez-vous supprimer tout concours public au secteur éolien sur terre comme sur mer? Alors c'est plus qu'un business juteux, hein. Je pense que c'est une gigantesque escroquerie en fait. On va découvrir dans les années prochaines probablement que
tout ça, que les Français se sont fait escroquer dans les grandes largeurs avec ces éoliennes. Donc oui, bien sûr, j'arrête immédiatement les subventions, on va rendre comme ça 5 milliards directement aux Français, hein, en supprimant la contribution associée au soutien à ces éoliennes. L'évaluation d'ailleurs est, je trouve, légère, parce qu'il y a aussi les 100 milliards de prévus pour le raccordement des éoliennes, dont on ne parle pas, mais qui sont, si on ne change rien, en ligne de mire. Donc j'arrête les subventions aux éoliennes, et je vais même engager le chantier du démantèlement des éoliennes. J'arrête déjà tout ce qui est en cours, et pour pas que ça aille plus loin. Et j'engagerai le chantier de démantèlement en faisant porter évidemment la responsabilité de ce démantèlement aux sociétés, parce que normalement c'est elles qui sont censées être capables de démanteler et de retraiter leur matériel, c'est pas à nous de le faire. Pour terminer, Madame Le Pen, nous allons faire un d'accord, pas d'accord avec ces propositions de contribuables associés. D'accord, pas d'accord pour réduire le train de vie des élus et par conséquent réduire le nombre de parlementaires à l'Assemblée nationale et au Sénat. Contribuables associés propose de passer de 577 députés à 400 députés et de 348 à 200 sénateurs. Pour rappel, les deux assemblées réunies coûtent aujourd'hui 970 millions d'euros par an. Alors, je ne suis pas contre, moi, la baisse du nombre de députés et de sénateurs. Je pense que ce n'est pas la priorité. En fait, la priorité, c'est la proportionnelle. Donc, oui, il faut les baisser, mais s'il y a la proportionnelle. Parce que s'il n'y a pas la proportionnelle, à ce moment-là, on va se retrouver dans une problématique démocratique qui sera majeure. Réduire le train de vie des élus, objectivement, ça a déjà été fait. Là, aujourd'hui, un député est au niveau d'un cadre supérieur. Bon, on peut continuer à baisser, hein, mais on risque après de se retrouver avec des gens qui pourraient s'investir dans l'action publique parce qu'ils ont les compétences pour le faire, mais qui ne voudront pas faire parce que il faut pas non plus, je pense qu'il ne faut pas non plus paupériser totalement, si vous voulez, la classe politique française. Après, on s'en plaint en disant, bah oui, vous avez vu, c'est quand même très, très faible, etc. etc. Bon. Donc, mais la réduction du nombre, oui, mais en fait, c'est surtout la proportionnelle qu'il faut mettre en place. Après, on peut très bien avoir une Assemblée nationale de 400 personnes et un Sénat de 300 ou 250, il n'y a pas de difficulté. D'accord, pas d'accord pour supprimer le Conseil économique, social et environnemental, soit 175 membres, qui coûtera aux contribuables pas loin de 46 millions d'euros en 2022. Oui, enfin, sur le principe, pourquoi pas, mais le problème, c'est que c'est pas une urgence, et je vais vous dire, j'ai un nombre de trucs à faire tellement énorme que, vous voyez, je vais pas, enfin, c'est pas une urgence de mon quinquennat, quoi, de supprimer le CESR, d'autant qu'il faut modifier la Constitution, donc en plus, c'est une procédure qui est extrêmement lourde, bon. Donc, à l'occasion d'une réforme constitutionnelle, on verra, mais... L'occasion d'un second mandat, peut-être. Peut-être, peut-être. Et enfin, pour terminer ce d'accord, pas d'accord pour diminuer drastiquement les impôts de production. Oui, enfin, je ne sais pas ce que vous entendez par drastiquement, donc c'est un peu vague, mais oui, baisser les impôts de production, mais encore une fois, avec un objectif. C'est-à-dire que moi, je supprime la CFE, parce que ce que je veux, c'est que la baisse des impôts de production bénéficie essentiellement aux TPE-PME. Je l'ai dit, moi, c'est tout pour les TPE-PME. Donc, au moins, c'est clair, je l'ai dit partout, y compris devant des grandes entreprises. Ça ne me pose pas de difficulté, je n'adapte pas mon discours à mon auditoire. Et également la C3S, mais que j'utilise comme un levier de relocalisation. C'est-à-dire que la C3S sera supprimée dans un certain nombre d'endroits, dans des bassins que je veux revitaliser, puisque vous savez, je souhaite faire de l'aménagement du territoire une priorité. Je pense qu'on a laissé complètement tomber l'aménagement du territoire et qu'une grande partie de nos difficultés aujourd'hui, dont l'hypermétropolisation qui aspire tout au détriment des territoires de la ruralité et de la périurbanité, sont la conséquence de cet abandon de l'aménagement du territoire. Donc CFE totalement et C3S dans les secteurs où je souhaite inciter les entreprises à s'installer à nouveau. Merci Sandrine Redman. Madame Le Pen, si vous voulez bien, maintenant nous allons passer aux questions des membres de contribuables associés avec Florence Dupage. Le micro, s'il vous plaît. Bonjour madame.
Alors, la première question touche à l'impôt sur la fortune immobilière, sur le patrimoine immobilier. Comptez-vous abroger l'IFI? Alors, oui, je vais l'abroger, mais je ne voudrais pas que vous vous réjouissiez trop vite, puisque je souhaite créer un impôt sur la fortune financière. En réalité, on est toujours là dans la philosophie dont je vous ai parlé tout à l'heure. Je veux la suppression de l'IFI, parce que l'IFI est un impôt sur l'enracinement. Et en réalité, Emmanuel Macron a fait le choix de ne pas taxer la spéculation et de taxer l'enracinement. Donc je souhaite faire exactement l'inverse. Donc je vais recréer un impôt sur la fortune financière dont je vais exclure la résidence principale et ce que j'appelle la résidence unique. J'ai créé ce concept de résidence unique, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui vivent dans des grandes villes, qui payent des loyers, qui sont locataires dans des grandes villes parce qu'ils ne peuvent pas devenir propriétaires dans des grandes villes, mais qui en revanche ont souhaité se constituer un patrimoine, ont acheté une maison ou ont une maison de famille en province. Et je trouve ça injuste parce qu'eux, ils ont la triple peine pour le coup. C'est-à-dire qu'ils payent la taxe d'habitation sur leur résidence secondaire, ils payent les plus-values, ils payent tout. Donc j'inclus la résidence unique et j'exonère la résidence unique et la résidence principale. J'exonère aussi l'outil de travail, on est toujours dans la même démarche. Il ne faut rien faire pour entraver l'emploi. En revanche, j'exonère également les biens classés et les monuments historiques et les biens meublants. Parce que je ne veux pas, encore une fois, qu'à cause d'un impôt, on se départisse de ce que je considère comme étant le patrimoine des Français, même si c'est un patrimoine privé, il n'en demeure pas moins que c'est le patrimoine des Français, et qu'il y a des gens qui permettent justement à ce patrimoine d'être entretenu, et il faut que ça continue comme ça. En revanche, je réintègre les œuvres d'art acquises depuis moins de 10 ans, parce que, en fait, il s'est avéré que les œuvres d'art sont devenues aujourd'hui un élément de spéculation. Et autant l'œuvre d'art qui est dans la famille depuis longtemps doit pouvoir être exonérée, autant les œuvres d'art, quand ils sont utilisés comme des éléments de spéculation, doivent rentrer par définition dans l'impôt sur la fortune financière. La deuxième question que souhaitent vous poser les membres concerne les automobilistes et particulièrement le racket des automobilistes, c'est-à-dire les péages, les taxes sur les carburants. Est-ce que vous souhaitez mettre fin à ce racket ? Alors, je souhaite, vous le savez, nationaliser les autoroutes parce que je pense que là aussi, on a été volé comme au coin d'un bois. En fait, on a été spolié. C'est un petit peu comme les centrales nucléaires, vous voyez. C'est-à-dire, on paye, on les construit, on les finance, et puis le jour où c'est amorti, hop, on passe ça au privé qui, grâce à une concession, fait énormément d'argent sur ce sujet. Donc, je veux renationaliser les autoroutes et donc, enfin, les concessions d'autoroutes, et donc je vais baisser, parce que l'objectif, c'est de baisser les péages de 15%. Ça, c'est déjà la première chose. Deuxièmement, vous le savez, je vais baisser la TVA sur l'énergie, parce que je considère que l'énergie est un bien de première nécessité. Et donc, l'intégralité de l'énergie, la TVA passera de 20 à 5,5. C'est pas seulement le carburant, hein, c'est le fuel, le gaz, l'électricité. Au passage, je sors, d'ailleurs, en matière d'énergie, c'est fondamental, du marché européen de l'électricité pour qu'on puisse bénéficier des prix de production français qui sont évidemment considérablement plus bas que les importations de gaz russe, qui a été le choix, en l'occurrence, de l'Allemagne. Et puis sur le permis à points, puisque c'est aussi un des moyens quand même de faire payer les Français très lourdement, je retire en fait de la perte de points ce que j'appelle les petits excès de vitesse, c'est-à-dire les excès de vitesse de moins de 20 km/h. Je pense que c'est une grosse manne financière plus qu'en réalité une considération de sécurité routière qui a fait intégrer cela dans les permis à points. Alors, le troisième, on change un peu de sujet parce qu'on parle du millefeuille territorial et qui cause d'importantes dépenses, des dépenses souvent inutiles. Est-ce que vous comptez simplifier une feuille territoriale ? Oui, mais je ne pourrais pas le faire pendant mon premier quinquennat. Encore une fois, j'ai trop de choses à faire. En revanche, ce que je vais faire, c'est que je vais attribuer plutôt à chacun une compétence obligatoire.
C'est-à-dire qu'en fait, ce qui coûte aussi cher, c'est la clause générale de compétences qui fait que tout le monde s'occupe de tout, tout le temps, que d'ailleurs plus personne n'est responsable de rien au passage, puisque c'est pas moi, c'est lui, c'est pas moi, c'est pas la commune, c'est la communauté d'agglo, mais non, pas du tout, c'est le département, mais non, en fait, c'est la région. Bon. Donc je vais restituer à chacun des compétences qui sont des compétences exclusives dont ils ne pourront pas sortir. Donc je supprime en fait la clause générale de compétences. Et de fait, déjà pendant mon premier mandat, du coup, il va y avoir une contraction en fait des dépenses, parce que bien souvent les dépenses au-delà des compétences prévues sont des dépenses électoralistes. Alors, on se saisit en fait d'une compétence parce qu'on pense qu'on va faire plaisir à des gens qui demain vous le rendront bien dans les urnes. Maintenant, on avait fait des propositions sur le millefeuille territorial, mais ce serait plutôt pour un deuxième mandat et qui consiste à faire en fait du conseil régional l'instance de coordination des politiques départementales. C'est-à-dire qu'en fait, on avait proposé une sorte de loi PLM. Donc les premiers élus des listes départementales seraient également conseillers régionaux, l'objectif étant de coordonner les politiques, ce qui n'est pas insensé, mais évidemment en ayant beaucoup moins de compétences spécifiques pour la région, en restituant donc des compétences au département. Donc je pense que c'est quand même une des structures les plus performantes. C'est-à-dire, nous, on est sur commune, département, nation. Nos adversaires sont tous sur communauté de communes ou communauté d'agglo, région, Europe. Voilà. Alors une autre question sur un autre thème, c'est la redevance audiovisuelle. Voulez-vous la supprimer? Et plus généralement, prévoyez-vous une privatisation de l'audiovisuel public? Oui, j'ai proposé ça il y a 7 ou 8 mois maintenant. Quand j'ai annoncé d'ailleurs la nationalisation des autoroutes, j'ai annoncé en même temps la privatisation des services publics de l'audiovisuel. Parce que j'entends aujourd'hui Emmanuel Macron nous dire qu'il va supprimer la redevance. Enfin, il va donc donner de la main droite, ce qui va reprendre de la main gauche. Parce qu'à partir du moment où on ne privatise pas le service public de l'audiovisuel, par définition, il faut bien payer ce service public de l'audiovisuel. Donc il sera payé par l'impôt, il va être payé par la redevance. Donc ça revient exactement au même. Ce sont toujours les mêmes en réalité de la poche de qui va sortir l'argent. Donc je veux privatiser le service public de l'audiovisuel, à part quelques exceptions. Comme l'INA par exemple. Oui, l'INA, enfin, sur l'outre-mer, parce que je pense qu'il faut qu'il y ait une continuité d'information avec nos territoires d'outre-mer, et puis une télé-radio de la voix de la France dans le monde. Parce qu'il est toujours important que la France puisse avoir évidemment une voix qui porte dans le monde. Alors, une autre question, vous avez parlé un petit peu des normes tout à l'heure. Ça a un lien. Qu'avez-vous l'intention de faire contre l'excès de normes et souhaitez-vous simplifier les 400 000 textes réglementaires et circulaires qui nous étouffent littéralement? Oui, c'est le rêve de tout le monde, ça. Oui. Le problème, c'est qu'il faut trouver... des gens pour le faire, et le problème c'est qu'on ne va pas demander à ceux qui ont complexifié de décomplexifier, quoi, parce que rarement ils savent faire en fait, hein. Ils savent faire dans un sens, rarement dans l'autre. Donc je pense que l'urgence surtout c'est l'intégralité des normes qui entravent en fait l'économie, et donc je pense qu'une partie sont des normes idéologiques, parce que je me suis rendu compte en fait au sein, quand j'étais parlementaire européen, que l'intégralité des normes qui étaient imposées par l'Union européenne visait en fait à avantager les grands groupes et à être une entrave pour ce que j'appelle les indépendants, c'est-à-dire les TPE-PME. Ce qui est assez compréhensible d'ailleurs, hein, c'est que les TPE-PME, elles n'ont pas les moyens, je veux dire, de pouvoir mettre en place ces normes qui sont souvent extrêmement techniques et qui nécessitent presque du personnel supplémentaire pour pouvoir les faire respecter. Donc je pense que l'objectif de l'Union européenne, c'est en fait de faire en sorte que les TPE-PME, les indépendants, ne deviennent que des sous-traitants en fait, des grands groupes. C'est évidemment quelque chose contre lequel je vais me battre avec toute mon énergie, puisque la France est indépendante. Et elle est constituée d'indépendants. Et les indépendants, en fait, c'est l'ADN économique de notre pays. Donc oui, il faut, en urgence déjà, libérer un certain nombre de normes de construction, parce qu'on manque de logements, et il faut pouvoir... et on le fera, je le ferai par l'intermédiaire notamment des préfets, de lois exceptionnelles, notamment, vous voyez, pour pouvoir faire les 100 000 logements que je veux faire pendant le quinquennat, logements étudiants,
eh bien, à ce moment-là, on fera une expérimentation qui consistera à alléger un certain nombre de normes pour permettre aux constructeurs de remplir cette mission qu'aujourd'hui, ils ne remplissent pas à raison de la multiplication des normes. C'est aussi le problème de la taxonomie. C'est aussi le problème de toutes ces normes environnementales, dont certaines sont justifiées, mais dont d'autres en fait, ont une visée qui est une visée idéologique. Donc il va falloir faire le tri dans tout ce maquis en supprimant d'abord en urgence celles qui sont les plus gênantes, tous les fils qui entravent Gulliver, pour retrouver un peu d'oxygène, redonner un peu d'oxygène à notre économie, quoi. Et pour terminer avec une pointe d'humour sur un mot que vous avez évoqué tout à l'heure par d'économie, seriez-vous d'accord pour rebaptiser le ministère de l'économie en ministère des économies et par conséquent de nommer un ministre des économies? En fait, le ministre des économies, d'abord, ça va être le ministre de la fraude, mais j'ose espérer quand même que l'intégralité des ministres que je vais désigner auront ça en tête. Mais vous savez ce que je veux faire? Moi, je veux en réalité qu'il n'y ait pas trop de ministres. Je veux qu'il y ait un nombre relativement limité de ministres, pas plus de 15. En revanche, je ne me limite pas sur les secrétaires d'État parce que je veux en faire des secrétaires d'État de mission. Je ne veux pas des secrétaires d'État au long cours. Les secrétaires d'État, ils sont là pour 3 ans ou pour 4 ans. Je veux que chaque secrétaire d'État ait une mission précise. Et au bout de 6 mois, eh bien, il viendra dire s'il a rempli ou non sa mission. S'il a rempli sa mission, il en aura une autre. S'il ne l'a pas remplie, parce qu'il est incompétent, il sera remplacé. Et s'il a besoin de 6 mois supplémentaires pour terminer cette mission, eh bien, et qu'il en justifie, elle lui sera donnée. Je veux dire, il faut aujourd'hui, c'est pas une obligation de résultat, mais un peu quand même. Je veux dire, il faut que chaque personne qui est en charge d'un secrétariat d'État soit en charge d'une politique particulière, d'une mission particulière, ce qui permettra de redonner aussi le sens des responsabilités à nos dirigeants et aux ministres, évidemment, dont dépendent les secrétaires d'État, également l'obligation de faire respecter les missions qui lui ont été dévolues. Donc, qui est dans chaque ministère, en tout cas dans les ministères les plus importants, là où peut-être les économies les plus importantes sont à faire, un secrétaire d'État chargé sous le ministre de l'évaluation en fait, des politiques publiques, parce qu'en fait c'est de l'évaluation des politiques publiques, ce que les députés n'ont pas le temps de faire, il faut être honnête. Ils nous ont mis tellement de lois tout le temps, en permanence, on passait notre vie à être à l'Assemblée, à voter des trucs, et du coup ce travail d'évaluation, qui est censé normalement être le fait des députés, n'a pas pu être effectué, enfin ne peut pas en fait, de manière générale, être effectué par les députés. Mais c'est de l'évaluation en fait des politiques publiques, ça. Merci Madame. Je vous en prie. Merci Florence Dupage. Pour terminer, Madame Le Pen, 2 dernières questions. On va revenir un peu sur 2 axes majeurs, dont on en a déjà parlé au cours de cet entretien. 2 axes majeurs de votre campagne. D'abord, le pouvoir d'achat. On le sait, les temps sont durs pour les Français. Alors, les impôts, on l'a dit, on le sait ici, à Contribuables Associés, grèvent considérablement le pouvoir d'achat des salariés et des retraités. Vous, Présidente, que faites-vous pour rendre immédiatement du pouvoir d'achat aux Français, rendre leur argent? Alors, c'est un de mes slogans. Hein. J'ai 2 slogans, rendre aux Français leur pays, rendre aux Français leur argent. Et dans ce cadre-là, je me suis imposé de rendre en moyenne à chaque ménage 150 à 200 euros par mois. Et ça passe par toute une série de mesures. Ça va passer par, on l'a parlé, la redevance, ça va passer par la baisse de la TVA, ça va passer par la renégociation des contrats d'abonnement pour l'énergie, ça va passer par une part pleine fiscale dès le 2e enfant, parce que je veux mettre en place une politique nataliste. Et une des raisons aussi de la création de l'impôt sur la fortune financière, c'est que je dis à ceux qui sont dans notre pays les plus aisés, j'ai besoin que vous m'aidiez à mettre en place une politique nataliste dans notre pays, parce qu'il n'y aura pas de croissance, pas d'avenir, pas de développement, pas d'énergie, pas de dynamique si on n'a pas d'enfants. Voilà. Et il n'y aura même plus de protection sociale, parce qu'en réalité, la protection sociale, elle dépend évidemment de la natalité. Je veux dire, les retraites, c'est les enfants et les emplois. Hein. S'il n'y a pas les enfants et les emplois, il n'y a pas de retraite. Bon. Donc, si vous voulez, j'ai pris toute une série de mesures ainsi qui vont pouvoir permettre aux jeunes, aux retraités,
aux familles de voir baisser la pression, soit par la baisse des dépenses contraintes, soit par la baisse des impôts qui pèsent sur eux. Vous le savez, une de mes grandes propositions, c'est la suppression de l'impôt sur le revenu pour les moins de 30 ans. Je fais beaucoup d'efforts pour les jeunes, mais je pense que le pays a besoin absolument que nos jeunes restent, s'investissent, construisent, créent des entreprises. Donc, suppression d'IS pour les jeunes créateurs d'entreprises de moins de 30 ans pendant 5 ans et suppression de l'impôt sur le revenu pour les moins de 30 ans. Je veux qu'ils puissent se construire, encore une fois, une vie, des investissements, démarrer une famille et qu'ils soient aidés pour ça. Vous voyez que ces mesures-là, ce sont clairement, je veux dire, des allègements qui sont faits. Alors il y en a pour les personnes âgées, encore une fois, et notamment le rétablissement de la demi-part pour les veufs et veuves, parce que ça a été supprimé, c'était franchement un scandale. Et tout ça, ça rentre dans le budget. Tout ça, ça rentre dans le budget que je souhaite créer, d'autant qu'encore une fois, l'économie, et vous le savez bien, ici à Contribuables Associés, c'est pas une feuille de comptabilité. C'est pas un truc d'épicier, l'économie. L'économie, ce sont des cercles vertueux ou des cercles vicieux. Donc l'idée, c'est évidemment de recréer un cercle vertueux de création, de croissance, d'emploi dans notre pays. Et à partir du moment... vous voyez, par exemple, les travailleurs détachés, 500 000 travailleurs détachés, c'est 4 milliards de pertes de cotisations. Voilà. Un exemple type. Donc, c'est par ce bout-là que je veux dire, retrouver un équilibre budgétaire pour notre pays, plutôt que par des politiques d'austérité qui consistent à supprimer des services publics. Ça, on a déjà essayé, objectivement, on l'a vu, ça n'a pas trop bien marché, en fait. Second et dernière question, ce contexte qu'on trouve important, il y en a beaucoup dans le cadre de votre campagne, mais c'est le renforcement, le rétablissement des libertés concrètes. Est-ce à dire que, alors vous allez dire ce que vous pensez exactement par cela, et est-ce à dire que comme Pompidou, vous en êtes au constat qui était le sien, à savoir qu'il faut arrêter d'emmerder les Français? Non, mais c'est pire qu'emmerder les Français, là. Enfin, je veux dire, c'est pas seulement une gêne qui a été créée à l'égard des Français avec les décisions qui ont été prises par le président de la République. Ce sont des contraintes de liberté. Enfin, je veux dire, c'est un retrait des libertés individuelles qui a été effectué. Jamais de la vie, on imaginait il y a encore quelques années qu'on puisse se retrouver dans cette situation, je veux dire, où on ne puisse pas aller où on veut, où on ne puisse pas aller quand on veut, où on puisse pas, où on soit avec des couvre-feux, avec des fermetures administratives de la plupart de l'économie, parce que c'est ce qui s'est passé. Alors, autant, si vous voulez, moi j'essaye d'être juste, autant le premier confinement, on ne savait pas trop, machin, la gravité, ok. Mais tout ce qui a été décidé après était inutile. Donc nuisible, totalement inutile sur le plan sanitaire et donc terriblement nuisible sur le plan économique. On a empêché des commerçants de travailler dans la journée, de travailler le soir. Du coup, on a dû compenser évidemment avec de l'argent public, alors que tout ça s'est révélé inutile. Donc moi, je suis par exemple contre le pass vaccinal, je suis contre le pass sanitaire, je suis contre toutes ces mesures-là, parce qu'en plus, encore une fois, elles sont des atteintes inconsidérées. Inconsidérées à nos libertés, et en plus, il n'y a même pas de justification sanitaire à leur mise en œuvre. D'ailleurs, on nous dit on va supprimer ça le 15 mars. Mais pourquoi le 15 mars? On ne sait pas. C'est comme ça, bon, on a tiré au sort, on a dit tiens, le 15 mars, c'est bien. Non, mais enfin, je veux dire, quand on y pense, c'est fou, parce que les libertés publiques, les libertés individuelles, il faut y toucher avec une main qui tremble. Il faut y toucher avec une main qui tremble. Il faut se poser 100 fois la question, est-ce que vraiment, vraiment, je ne peux pas faire autrement que ça? Non, non, eux, ils y vont franco. Mais je vous rassure, c'est suspendu, ça va être suspendu. Hein. Ça veut dire que après-demain, si ça lui prend, il pourra le rétablir. Et nous serons à nouveau obligés de montrer un pass, un code, pour pouvoir faire les actes les plus simples de la vie. Bon, moi, je ne peux pas me soumettre à ça. Et c'est-à-dire que vous, Président, il y aura de grands axes en fait, de défense des libertés qui pourraient être mis en œuvre. Mais bien sûr, parce que je pense qu'on est le pays de la liberté. On est la liberté. La France est la liberté. C'est comme ça qu'elle est perçue dans le monde. C'est comme ça qu'elle est perçue par son histoire. Or, aujourd'hui, nous ne sommes pas... nous ne sommes pas dignes de cette histoire-là. Nous ne sommes pas dignes de cette valeur supérieure que nous avons portée et même exportée.
Voilà. Donc oui, bien entendu, la liberté sera un axe absolument prioritaire de mon quinquennat. Merci beaucoup Marine Le Pen. C'est moi qui vous remercie. Merci à tous. Merci.